Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Nous allons maintenant voir quelques éléments de cristallographie et nous ferons qu'un bref aperçu de ça qui peut être utile pour la suite. Alors, donc dans un cristal, les atomes ou les molécules forment des structures périodiques, régulières, et on y voit des symétries par translation. Prendre un exemple simple. Vous avez un réseau d'atomes qui forme une grille carrée. Le simple fait de déplacer les atomes d'un cran ne change absolument rien. Les deux grilles décalées se superposent. C'est vrai dans le sens horizontal, le sens vertical ou diagonal ou d'autres directions. Bien entendu, dans une telle translation, on ne tient pas compte de l'existence de bords, donc on considère soit le cristal comme infini ou comme très grand, ou simplement dû au fait qu'on s'intéresse aux symétries du cristal et pas à sa forme globale macroscopique. Alors, on peut décrire ces translations. Donc ces différentes translations forment ce qu'on appelle un groupe, au sens mathématique, un groupe infini, parce que on peut avoir une translation d'un atome, deux atomes, trois atomes, jusqu'à l'infini. Et cela forme un groupe parce que, par exemple, la combinaison de deux translations redonne une translation. Par exemple, une translation horizontale suivie d'une translation verticale est équivalente à une translation diagonale. Il y a également une translation dite identité, c'est celle où les atomes ne bougent pas, ne sont pas déplacés. Et chaque translation a un inverse. Une translation dans un sens, l'inverse, la translation dans l'autre sens. Et donc forme ainsi ce qu'on appelle un groupe mathématique. On peut décrire cette translation par un vecteur n. Une translation est donnée par n1a plus n2b plus n3c, où a, b et c sont des vecteurs pour des translations les plus petites possibles, ce qu'on appelle vecteurs de base, comme les espaces vectoriels, ou vecteurs de translation primitifs. Et n1, n2, n3 sont trois nombres entiers. 0, 1, 2, 3, etc. ou des nombres négatifs. On a trois vecteurs, A, B, C, parce que ce sont des cristaux à trois dimensions. Alors je vais vous donner un exemple à deux dimensions, simplement parce que c'est plus facile à dessiner. Voilà, donc on a des atomes espacés régulièrement, alignés, et à chaque ligne, ils sont décalés de 1,5. Alors, comme vecteur de base, on peut par exemple choisir A' et B', une translation unité, une translation unité, mais d'autres choix sont possibles. Par exemple, A et B. Par exemple, je peux choisir ici formant un angle droit, A' et B', ce qui reste une possibilité. Et pour une translation quelconque, disons comme ceci, de là à là, ça revient à faire A plutôt moins A plus 3B, et ou alors ça revient à faire A' plus 2B'. Pardon. 2A', 3A' plus 2B'. Donc il y a plusieurs combinaisons possibles selon les vecteurs de base que l'on choisit. Et de nombreux choix sont possibles. Pour décrire le cristal, on peut prendre simplement la maille élémentaire. Par exemple, nos trois atomes ici, avec les deux vecteurs de base. Cela suffit pour décrire le cristal, puisque tout le cristal peut être obtenu à partir de telles translations. On peut reconstruire la totalité du réseau d'atomes.
la maille élémentaire sera toujours choisie avec 3 atomes ici dans le plan ou dans l'espace par 4 atomes, avec les valeurs N1, N2, N3 égales à 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Ce qui donne alors 4 atomes pour la maille à 3 dimensions. Mais en pratique, souvent, la maille élémentaire n'est pas représentée comme cela. On ajoute d'autres atomes, donc on choisit une maille, on va dire, un peu redondante. Donc, par exemple, ici, on va plutôt prendre 4 atomes pour former un carré incliné, pour représenter la maille. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Simplement parce que d'abord, c'est plus clair, on se représente mieux ce que doit être la structure du cristal si c'est une accumulation de carrés à coller les uns aux autres, et ça permet aussi de mieux mettre en évidence les symétries du cristal, à partir des symétries de la maille du carré. Mais mathématiquement, la maille élémentaire est suffisante. Il y a d'autres symétries que les translations. Ainsi, on peut avoir une symétrie, c'est-à-dire à nouveau une transformation, on appelle symétrie, une transformation qui redonne la même situation. Donc on déplace, selon la symétrie, on déplace les atomes et ils se retrouvent aux mêmes endroits que les atomes précédents, et donc les deux réseaux avant et après transformation ne peuvent pas être distingués. Ainsi, on peut avoir des symétries par rotation autour d'un axe donné, des rotations de 2π, c'est-à-dire 360 degrés, divisé par m, un nombre entier. Et ce nombre entier peut être 2, 3 ou 1, mais 1, il n'y a pas de rotation, 2, 3, 4 ou 6. Alors, pourquoi pas d'autres valeurs? Mais ceci est lié au pavage du plan, j'en ai déjà touché un mot. On peut paver le plan avec des carrés, ce qui correspond à des symétries par rotation. On peut faire tourner un carré 4 fois avant de revenir à sa position initiale, donc ça correspond à 4. On peut le faire avec des triangles, avec des hexagones, mais on ne sait pas le faire, par exemple, avec 5, c'est-à-dire avec des pentagones identiques réguliers. À ce moment-là, on ne sait pas paver le plan avec des pentagones. Si on essaie de le faire, il reste toujours des trous. Là, il faut aussi ajouter les rotations inverses, qui sont les rotations de ce type, plus une inversion, une réflexion autour de l'axe de rotation. Donc on a l'axe, par exemple vertical, et on effectue une inversion au bas, dans ce cas-là. Dans ce cas-là, on note ça, 1 bar, 2 bars, 3 bars, 4 bars, 6 bars. Et c'est le même que les rotations, avec une inversion. Et ici, on retrouve le 1, parce que bon, ça, c'est pas une rotation, mais à ce moment-là, on a une inversion pure, qui peut être une symétrie. Et en dehors de ça, on peut avoir des combinaisons. Combinaisons de rotations, de diverses rotations, ou de translations avec des rotations. Par exemple, une translation combinée à une rotation donne une position qui tourne tout en avançant, ça donne une symétrie hélicoïdale. En 1891, Federoff et Schoenflies avaient déjà fin du 19e siècle, avaient déterminé que les symétries d'un tel réseau, il n'y en avait pas une infinité de possibles, et des groupes de symétries, il en existe 230 possibles. Ils les ont tous énumérés, de manière exhaustive. 230, ce qui fait beaucoup. Mais si on considère un cristal macroscopique, cette fois, ce que l'on fait en général, on a par exemple un cristal de quartz que l'on veut étudier, ou un diamant, ou un rubis, ou un monocristal de fer, ou de chlorure de sodium, de sel de cuisine. Dans ce cas, on peut considérer qu'à l'échelle macroscopique, le matériau est homogène, et de plus, il a des bords cette fois, puisqu'on a un objet fini dans l'espace, donc il a des bords, et dans ce cas-là, on peut ignorer les translations, les symétries par translation.
Si on ignore les symétries translation, on ne garde plus que les rotations directes et inverses. Dans ce cas-là, il reste 32 groupes. 32 groupes appelés groupes ponctuels. Ils sont classés en 7 familles, appelées familles cristallines, selon la nature des axes de symétrie pour les rotations et selon le nombre de ces axes. La nature et le nombre de ces axes. Ainsi, on a les systèmes dits tricliniques qui n'ont aucune symétrie par rotation. Les systèmes monocliniques qui ont un axe, 2 ou 2 barres. Les systèmes orthorhombiques qui ont 3 axes, 2 ou 2 barres. Le système rhomboédrique, en anglais on dit le système trigonal, qui ont un axe ternaire, 3 ou 3 barres. Le système quadratique, ou tétragonal en anglais, qui ont un axe 4 ou 4 barres. Le système hexagonal, que nous avions déjà présenté aussi, qui présente un axe sénère, c'est-à-dire 6 ou 6 barres. Et enfin, le système cubique, qui a 4 axes ternaires, 3 ou 3 barres. Si on veut représenter les mailles, mais typiquement, les mailles quadratiques, par exemple, sont un simple parallélépipède. Les mailles cubiques, c'est évidemment des cubes, qui peuvent être des simples cubes, des cubes centrés avec un atome au milieu, ou des atomes face centrés avec des atomes sur les faces. Il y a donc différentes possibilités, puisqu'il y a 32 groupes possibles pour chacune de ces 7 familles. Alors un point important, ce sont les grandeurs physiques que peuvent avoir les matériaux et les cristaux en particulier. Il y a des grandeurs qui ne dépendent pas de l'orientation du cristal, et d'autres grandeurs qui en dépendent. Pourquoi? Parce que du fait de sa structure, le cristal a des axes privilégiés. Ainsi, dans notre espacement, notre réseau carré, ici, les axes verticaux et horizontaux sont très particuliers. Et dans un autre axe, par exemple diagonal, l'espacement, c'est la diagonale entre nos petits carrés, et donc la distance entre les atomes est plus grande dans cette direction-là. Et cela peut influencer les propriétés physiques, mesurées selon la direction. Certaines grandeurs ne dépendent pas de l'orientation du cristal. C'est le cas, par exemple, de la masse volumique. La masse volumique, c'est simplement la masse du cristal divisée par son volume total, et donc ça ne dépend pas de la direction. On dit que ce sont des grandeurs scalaires. Il y a aussi des grandeurs tensorielles qui sont fréquentes, et notamment les grandeurs tensorielles dites d'ordre 2. Alors, elles ne sont pas très compliquées. Par exemple, la conductivité électrique, elle relie le courant, qu'on va noter J, au champ électrique par une constante appelée conductivité du matériau. Mais, d'une manière générale, cet intenseur, notamment dans les cristaux, on le comprend, parce que si le courant doit circuler entre les atomes, on comprend que la distance entre les atomes peut influencer la conductivité. Et ainsi que dans notre réseau carré, selon la diagonale, on pourrait avoir une conductivité différente, peut-être plus faible. Donc, on note JI, le courant est un vecteur, donc avec une direction, et donc il a 3 composantes X, Y, Z, et JI est donné par la somme sur J de sigma IJ fois EJ, où E, le champ électrique, est aussi un vecteur. Et donc la conductivité est un tableau, une matrice 3 fois 3. En réalité, cette matrice est symétrique, peu importe qu'on prenne sigma 1,2 ou sigma 2,1, ce sont les mêmes valeurs, c'est facile à vérifier. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a 6 composantes indépendantes pour la conductivité, selon les directions.
On peut aussi imposer certaines directions de façon à diagonaliser la matrice. La matrice prend alors les valeurs sigma 1, 1, sigma 2, 2 et sigma 3, 3, les autres valeurs étant nulles. Selon la structure cristalline, on peut avoir des directions qui se comportent différemment et d'autres moins. Ainsi, dans le système triclinique, il n'y a pas de symétrie, pas d'axe de symétrie. Et dans ce cas-là, le tenseur, on doit le prendre complètement. Il y a 6 valeurs indépendantes. Par contre, dans le système monoclinique, il y a une symétrie d'ordre 2, et ça élimine une partie des composantes. Il y a 4 valeurs indépendantes pour la conductivité. Dans le système orthorhombique, il y en a 3. Et dans les systèmes rhomboédriques, quadratiques et hexagonales, il y en a 2. Et enfin, dans le système cubique, qui est identique dans les 3 directions, la conductivité s'avère en fait identique dans toutes les directions. Il n'y a plus qu'une seule composante qui a une valeur bien déterminée. On peut aussi travailler avec des matériaux cristallins qui ne forment pas un monocristal. Ça peut être par exemple un conglomérat de plein de petits cristaux orientés dans toutes sortes de directions, ou une poudre. La technique des poudres est parfois utilisée en physique pour étudier les cristaux. Donc on réduit les cristaux en poudre, et donc on a des petits grains cristallins qui ont évidemment des orientations un peu quelconques, aléatoires. Et dans ce cas-là, la conductivité, l'ensemble se présente vu de loin comme un matériau isotrope, identique dans toutes les directions, et la conductivité mesurée est alors donnée par sigma 1 plus sigma 2 plus sigma 3, 3 divisé par 3. C'est la moyenne des 3 composantes. On a beaucoup de grandeurs qui sont comme ça. Par exemple, un autre grandeur qui est un tenseur d'ordre 2 est l'indice de réfraction. L'indice de réfraction, nous en avions parlé dans les toutes premières vidéos. Un rayon lumineux arrive sur la surface du matériau transparent et il est dévié. Et plus l'indice de réfraction est élevé, plus la déviation est élevée. Beaucoup de cristaux ont des indices de réfraction assez forts, assez grands, et de plus, ils varient selon les directions, ce qui donne des propriétés optiques assez riches. Et c'est ce qui donne tout son éclat à un diamant qui est correctement taillé par un bon bijoutier, par un bon diamantaire. Alors, dans les grandeurs d'ordre 0, c'est-à-dire les scalaires, pour donner des exemples, on retrouve la masse volumique, je l'ai cité, et aussi, par exemple, la capacité calorifique. Dans les grandeurs d'ordre 1, qui sont des grandeurs vectorielles, on a, par exemple, le moment dipolaire électrique et le moment dipolaire magnétique. Pour les grandeurs d'ordre 2, comme celles que nous venons de voir, il y a donc la conductivité électrique, mais aussi la conductivité thermique, mais également la perméabilité électrique et la susceptibilité magnétique. L'indice de réfraction, je l'ai cité, également la dilatation thermique. Un cristal ne se dilate pas sous la chaleur de la même manière dans toutes les directions. Et il y a également la vitesse du son, qui dépend de la direction. Il y a aussi des objets qui ont des comportements plus complexes, comme les tenseurs d'ordre 3. C'est le cas par exemple de la piézoélectricité. La piézoélectricité, c'est le phénomène avec le quartz par exemple. Lorsqu'on le comprime, il apparaît une tension électrique dans le cristal. Cette propriété est utilisée, et cela dépend de la géométrie du cristal, et c'est utilisé dans divers dispositifs tels que les montres à quartz.
que vous devez connaître. On les utilise aussi dans des capteurs pour détecter des pressions mécaniques. Il y a aussi des tenseurs d'ordre 4, c'est les plus complexes, et c'est le cas de l'élasticité. Les propriétés d'élasticité sont complexes et dépendent de plusieurs directions à la fois. Les tenseurs d'ordre 1 et 3 sont assez particuliers, comme le cas 1 vectoriel, un dipôle électrique a une orientation bien précise, et si il existe un centre de symétrie dans le cristal, qui fait que, en inversant tout, on a une symétrie, à ce moment-là, il ne peut pas y avoir de dipôle électrique. Parce que celui-ci a une orientation bien précise, et en retournant tout, on devrait retrouver la même chose. Et donc, le dipôle électrique, inversé, mais si le même dans un sens et dans l'autre, c'est qu'il vaut 0. Et s'il existe ainsi un centre de symétrie à la structure cristalline, il ne peut pas y avoir de grandeur d'ordre 1 et 3. Par exemple, un cristal avec un centre de symétrie ne peut pas manifester de piézoélectricité. Voilà, ça nous suffira pour l'introduction à la cristallographie. Dans la prochaine vidéo, nous attaquerons à un phénomène physique qui est la diffraction des rayons X par les cristaux. Je vous remercie.